Garfa Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association Mémoire et Partage, une association très active justement dans ce domaine de la mémoire. Vous avez entendu dans ce sujet Christiane Taubira à l'époque, elle disait que cette loi était symbolique, mais en même temps, c'était le geste le plus fort. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Est-ce qu'on en est encore 20 ans après au stade du symbole? La parole symbolique était indispensable. Elle devait être forte, elle devait être solennelle. Et je pense que la France peut être fière d'elle-même. Elle peut s'honorer d'avoir été et d'être encore le seul pays européen à avoir déclaré la traite et l'esclavage des Noirs crime contre l'humanité, le seul pays européen à avoir une journée nationale de commémoration de l'abolition et des résistances contre l'esclavage et la traite des Noirs. C'est le seul pays où on a, depuis 2006, régulièrement tous les chefs d'État qui se prononcent sur le sujet et qui mobilisent des initiatives. Donc, cette réparation symbolique, elle était importante. Elle a libéré des initiatives. Elle a permis à l'éducation nationale, aux associations de trouver des moyens pour travailler cette question-là. Ça n'a pas réglé les problèmes fondamentaux que pose cette mémoire. Il faut rappeler ces 4 siècles de déportation, 4 siècles de crimes contre l'humanité. Mais la considération du crime, elle était essentielle. Et ça, la France l'a faite. Il y a bien évidemment des problématiques encore aujourd'hui qui se posent et que la jeunesse aujourd'hui nous pose, puisque fondamentalement, une partie de notre jeunesse qui n'a pas vécu cette histoire se sent encore responsable de ça et qu'elle exige véritablement qu'au-delà du symbole, il y ait de vraies politiques de redistribution, de puissance, de pouvoir et d'égalité. Fondamentalement, ce que cette loi nous dit, ce que cette journée nous dit, ce que l'investissement de Christiane Taubira, le sacrifice qu'elle a fait de se battre et de s'exposer ainsi, c'est de dire que cette France que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une France qui peut être fidèle aux principes et aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc oui, le symbole était important. Et je pense que la France peut s'honorer de cela, mais il faut aller plus loin. Et je pense que ces nouvelles exigences, elles impliquent cela. Alors on va quitter la France, je vous emmène au Sénégal, un pays que vous connaissez très bien. Le pays a lui aussi sa date de commémoration. Il s'agit du 27 avril, c'est le seul pays africain à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Parmi les lieux symboliques de cette mémoire, l'île de Gorée et sa tristement célèbre maison aux esclaves. Notre correspondante Sarah Sako s'y est rendue. Je me trouve dans l'une des ruelles typiques de Gorée. Gorée, une île petite par la taille, 900 mètres sur 300 à peine, mais grande par le symbole. Son histoire est intimement liée à celle de la traite négrière. L'île devient un comptoir dès le XVe siècle, d'abord portugais, puis hollandais, anglais, français. Mais c'est véritablement avec le commerce transatlantique que son économie prend son essor. Au plus fort du commerce transatlantique, l'île compte pas moins d'une vingtaine d'esclaveries et près de 5000 habitants. Et d'ailleurs, en 1848, date de l'abolition de l'esclavage, elle redevient quasiment déserte pendant quelques années. Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire? D'abord un lieu, la Maison des Esclaves, connue dans le monde entier. Nous nous y sommes rendus en compagnie d'Éloi Colli, le conservateur de cette institution. La mémoire est préservée à travers évidemment d'abord la Maison des Esclaves et à travers également tout ce qui existe ici, toutes les bâtisses et autres. L'île est classée donc patrimoine mondial. Il s'agit évidemment de préserver la mémoire des victimes. Nous attendons de tous, évidemment, la compréhension de cette histoire parce qu'elle est la résultante, évidemment, d'une discrimination. Or, les discriminations sont encore là. Le Sénégal commémore chaque année la mémoire de l'esclavage en vertu de la loi du 27 avril 2010, adoptée par les députés sénégalais et qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l'humanité. Le Sénégal est l'unique pays africain à avoir adopté une telle loi. Alors Garfa Diallo, le Sénégal est l'unique pays africain à avoir adopté une telle loi. Pourquoi les autres pays ne l'ont pas fait ? C'est vrai que le Sénégal, sur ces questions liées à l'histoire et la mémoire, a eu des dirigeants qui ont été très visionnaires. Et il faut reconnaître que, effectivement, le Sénégal est le seul et unique pays africain à avoir déclaré la traite et l'esclavage crime contre l'humanité. Bon, Gorée, vous l'avez présenté, mais Gorée, c'est le symbole. Gorée a été beaucoup moins important que Ouidah et comme d'autres ports sur la côte. Mais oui, le Sénégal a voté cette loi. C'est une loi d'ailleurs qui a été votée sous une action de lobbying de notre association qui avait réussi à convaincre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le Sénégal vote la loi en 2010. C'est lors du 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le président Wade nous reçoit, vote la loi, décide d'une journée nationale de commémoration qui est le 27 avril de chaque année. Entre nous, il y a plein de gens qui me disent qu'il n'aurait pas fallu choisir le 27 avril parce que c'est une date française. Mais pour moi, ce qui était important, c'est de marquer le souvenir et que l'État sénégalais, au niveau de ses plus hautes autorités, puisse
tenir chaque année. Et c'est ça la véritable problématique que nous avons, c'est que l'État sénégalais ne commémore pas en réalité cette date du 27 avril. Chaque année, c'est ma petite organisation française et qui est aussi basée au Sénégal qui, avec l'aide de la ville de Dakar, il faut le reconnaître, commémore le souvenir de l'abolition de l'esclavage et des résistances. C'est parce qu'il y a en Afrique, je crois, des contradictions véritablement autour de ces questions. Bien évidemment, il y a des responsabilités africaines et je pense qu'il faut qu'on le dise. Et je me rends compte que de plus en plus c'est dit. C'est dit à Gorée, c'est dit à Ouida. Je crois que c'est absolument essentiel que l'Afrique se présente comme acteur de cette histoire-là et non pas seulement comme victime. Et c'est cela qui permettra de pouvoir rentrer dans le travail des réparations. Si l'Afrique ne considère pas le crime, le monde ne pourra pas le considérer. Alors justement, on va parler de ces contradictions. Je vais vous emmener dans un autre endroit que vous connaissez très bien. On va aller à Ouida, au Bénin. Cet endroit est très symbolique. Vous allez le voir que si certains luttent pour effacer les stigmates de ce passé en se battant pour débaptiser des places ou déboulonner des statues, d'autres ne sont pas d'accord. Voyez ce reportage signé Emmanuel Sodji et Raphaël Ntali. Ouida a longtemps gardé un silence de plomb avant d'assumer son passé esclavagiste. Avec la fin du marxisme, il y a 30 ans, des lieux mémoriels sont révélés au grand jour. Ici, l'ancien marché aux enchères sur lequel pas moins d'1 million d'Africains ont été vendus. Cette place porte le nom d'un Brésilien blanc, le plus grand marchand d'esclaves. Ceux de la diaspora verront sur les lieux, voyant ce nom, Place Chacha, ils sont frappés, ils sont touchés. Nous sommes en train de mener une lutte pour que cette plaque puisse quitter les lieux, pour qu'on puisse reconnaître officiellement que c'était en réalité l'ancienne place aux enchères. Pas question pour une association locale qui milite en faveur du rayonnement de Ouida d'effacer le souvenir du plus grand négrier et vice-roi de l'ancien royaume d'Abomey. Qu'il ait fait du bien ou qu'il ait fait du mal, on ne réécrit pas les pages de l'histoire. Il va falloir immortaliser tous ceux qui ont pris une part de responsabilité quand même dans l'histoire de Ouida. La route empruntée par des centaines de milliers d'Africains enchaînés fait partie d'un circuit mémoriel depuis les années 90. Au bout de cette piste de l'enfer, cet ancien entrepôt de marchandises humaines. C'est la dernière étape avant de quitter définitivement le continent. Geoffroy est descendant d'une famille de piroguiers. Ses aïeux transportaient les captifs vers les bateaux. Il vient souvent méditer ici. Nous étions obligés d'amener les esclaves dans les pirogues vers les bateaux négriers, sinon on est décapité. Le Bénin, dépourvu de richesses minières, compte surtout sur son patrimoine culturel et historique pour accélérer son développement. Alors, j'aimerais votre réaction sur Ouida. On a vu la contradiction entre ceux qui veulent débaptiser les places, déboulonner les statues et ceux qui disent non, il ne faut pas faire ça, il faut procéder autrement. Oui, ça montre bien finalement que cette question n'est pas qu'une question occidentale, européenne. Ce sont fondamentalement les mêmes questions qui se posent. Nous sommes aujourd'hui sur la scène du monde. Et sur la scène du monde, il faut de nouveaux espaces symboliques, des espaces communs à créer. Et ces espaces communs, ils ne peuvent pas reposer sur le fait de retirer, de retrancher. Il nous faut plus de beauté, plus de mémoire, plus d'esthétique. Et fondamentalement, et dans ce sujet, je connais bien cette place Chacha qui est effectivement un Brésilien qui est revenu et c'est un des négriers les plus importants. Sa famille est une famille très importante au Bénin. Je crois qu'il faut qu'on échappe véritablement au ressentiment, à la haine, à la diabolisation. Il faut qu'on entre dans des processus de relations qui permettent véritablement d'être dans le souffle de cette question-là. Son souffle, c'est quoi? C'est des exigences de justice. C'est une réécriture finalement du récit de nos sociétés qui se fonde d'abord sur la vérité, sur la dignité des personnes et ensuite, c'est vrai, sur la justice. Alors j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour parler d'un endroit hors du continent africain. Si je vous dis, Carfa Diallo, nous naissons dans la cale des bateaux négriers, c'est là qu'est née l'histoire antillaise. Vous pensez à qui ? Aimé Césaire, et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et San Francisco, pas voilà. Un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale. C'est vrai, c'est la Martinique et c'est la Martinique qui est aujourd'hui concernée par ces questions. Vous savez, nous sommes encore dans le Black Lives Matter avec la mort de George Floyd qui se rappelle à nous. Et souvent, on a tendance à penser que c'est une affaire américaine. Mais quand on regarde un peu cette histoire-là, elle a commencé en Martinique. C'est le 22 mai 2020 que des jeunes Martiniquais ont déboulonné des statues de Victor Schœlcher. Donc, pour montrer bien que cette
problématique n'est pas qu'une problématique outre-Atlantique, c'est aussi une problématique bien française, bien nationale, sur comment nous faisons histoire commune, comment nous faisons mémoire commune, comment nous acceptons que notre histoire est environnée d'ombres et de lumière aussi, et que ces ombres et lumières, il faut qu'elles dialoguent ensemble. Il ne s'agit pas de rejeter cette histoire, c'est un héritage. On ne va pas choisir les pages qui nous intéressent. Non, il faut tout prendre. Et c'est vrai qu'en Martinique, cette problématique est importante. J'y étais le 26 juillet dernier invité par la mairie de Fort-de-France pour dialoguer avec ces jeunes activistes. Cette effervescence, elle est nécessaire. Ce réveil, il est nécessaire parce qu'il nous bouscule. Il bouscule la France. Quand même, sous François Hollande, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré le mot race de la Constitution française en pensant que ça suffisait pour régler le problème du racisme. Le racisme, il est dans les imaginaires, il est dans le délit de faciès. Et ça, c'est Jacques Toubon qui le dit, quand il dit que quand vous êtes noir, vous avez 20 fois plus de risques de vous faire contrôler par la police. Le racisme, c'est quoi? C'est Cédric Chouviat qui meurt, c'est Adama Traoré. Donc, ce sont ces problématiques. Et puis, c'est la situation coloniale antillaise qui n'a pas fondamentalement changé. C'est le chlordécone qui est un scandale sanitaire aujourd'hui, écologique, incroyable. Donc, tout ça, ça réveille ça. Et cette effervescence, elle est nécessaire. Mais il faut qu'on soit dans la relation. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se tromper de combat. Nous n'avons pas besoin de retirer ou de retrancher. Nous devons assumer, embrasser cette histoire-là dans ses aspects les plus sombres comme dans ses aspects les plus éclairés. Vous l'avez vu, en Afrique, on a eu des négriers africains, on en a eu dans les pays arabes. Eh bien, tout ça, il faut que nous l'embrassions avec détermination parce que les conséquences contemporaines, elles sont là. Et on l'a vu avec ce que George Floyd a subi le 25 mai dernier. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Il ne faut pas